Eh bien oui, voilà, cher étudiant, nous en sommes là. Les rappels sur les dosages. En quelques définitions. Un dosage, c'est une détermination de la quantité de matière ou de la concentration d'un échantillon en une espèce chimique donnée. Exemple, le dosage par mesure d'absorbance tel qu'on l'a vu en première S. Un titrage, par contre, c'est un dosage au cours duquel une réaction chimique, appelée réaction de titrage, est utilisée pour déterminer la concentration d'échantillons. Équivalence. Lors d'un titrage, on dit que l'on est arrivé à l'équivalence lorsque l'on a introduit le réactif titrant et le réactif titré en proportion stoichiométrique. Alors, conductivité électrique d'une solution. Définition. La conductivité, sigma, c'est la capacité à conduire le courant. L'unité, ce sera des Siemens par mètre. La loi de Colrausch. La loi de Colrausch dit que chaque ion a une conductivité ionique molaire, lambda, en Siemens mètre carré par mol, qui quantifie sa capacité à conduire le courant. Cette valeur dépend de sa charge, de sa taille, etc. Donc la loi de Colrausch, la voici, c'est la conductivité, sigma, c'est la somme sur toutes les espèces des lambda I, qui sont les conductivités ioniques molaires de l'espèce I, fois la concentration X en cette espèce I. Attention, cette loi n'est valable que pour des concentrations très faibles. Plus la concentration de la solution est élevée, plus la différence entre sa conductivité réelle et la conductivité prévue par la loi de Colrausch sera importante. Donc la loi de Colrausch nous indique que la conductivité d'une solution à une température donnée est proportionnelle à la concentration des ions qu'elle contient. Mais ceci n'est vrai que tant que la concentration de la solution n'est pas trop élevée. Alors, voici quelques conductivités ioniques molaires à 25 degrés Celsius. La conductivité ionique molaire des ions Na+, c'est 5-10-3 Siemens m²/. Celle des ions chlorure, c'est 7,6-10-3 Siemens m²/. La conductivité ionique molaire des ions oxonium, c'est 35-10-3 Siemens m²/. Et celle des ions hydroxyle, c'est 19,8-10-3 Siemens m²/. Ainsi, la conductivité d'une solution de chlorure de sodium sera sigma est égal à la conductivité ionique molaire des ions sodium fois leur concentration, plus la conductivité ionique molaire des ions chlorure fois la concentration en ces ions chlorure. Alors, attention, remarque importante, les concentrations doivent être exprimées en mol par mètre cube, car les lambda, les conductivités ioniques molaires, s'expriment en Siemens mètre carré par mol. Donc il faut des mètres carrés et des mètres cubes. Donc n'exprimez pas, surtout pas, les concentrations en mol par litre. Exprimez-les en mol par mètre cube. D'accord? La conversion, elle est faite ici. 1 mol par litre, c'est 1000 mols par mètre cube. Autre remarque, l'eau pure contient des ions oxonium, H3O+, et des ions hydroxyle, HO-, issus de l'autoprotolyse de l'eau. Mais leur concentration est tellement faible, de l'ordre de 10-7 mols par litre à 25 degrés Celsius, qu'elle peut être négligée dans les situations qui vont être présentées ici, et en général en terminale S. Alors, les dosages par étalonnage. Ce qu'on appelle ici un dosage spectrophotométrique. Un dosage spectrophotométrique consiste à mesurer l'absorbance d'une solution contenant une espèce chimique colorée à une longueur d'onde convenable, c'est-à-dire une longueur d'onde pour laquelle l'espèce absorbe le plus fortement possible, puis à en déduire sa concentration grâce à la loi de Beer-Lambert. Alors, la loi de Beer-Lambert exprime que l'absorbance A d'une solution, d'une espèce colorée, est proportionnelle à sa concentration C. Donc A est égal à K fois C. Étape d'un dosage, eh bien donc pour établir un dosage, ce qu'il faut faire, c'est choisir une longueur d'onde adéquate, c'est-à-dire le maximum d'absorption de l'espèce dosée, s'il n'y a qu'une seule espèce colorée dans la solution à doser. À partir d'une gamme de solutions de concentration connue, on va tracer une droite d'étalonnage d'absorbance en fonction des concentrations. Ne pas oublier de faire un blanc pour limiter les erreurs. Donc on aura l'absorbance en fonction de la concentration qui sera une loi de proportionnalité directe.
Voilà, donc c'est bien une droite qui passe par 0. Donc on aura l'absorbance ici mesurée et le C expérimental, que l'on va déterminer pour mesurer A pour la solution inconnue et déduire sa concentration. Donc la dernière étape, pour définir un dosage, pour déterminer un dosage, c'est après avoir fait l'étalonnage, c'est de venir ici avec la solution inconnue, de la mesurer, on va déterminer son absorbance mesurée, et à partir de cela, on va remonter à la concentration de cette solution. Voilà pour un dosage spectrophotométrique. Alors, après, nous avons aussi ce qu'on appelle un dosage conductimétrique. On peut doser une solution ne contenant qu'un seul type de cation et qu'un seul type d'anion. Par exemple, une solution de chlorure de sodium. Par étalonnage, car la conductivité de la solution est proportionnelle à la concentration des ions qu'elle contient. Pour cela, on va tracer une droite d'étalonnage grâce à des mesures de conductivité de solutions de concentration connues. Et puis, pour la solution de concentration inconnue, on va mesurer également sa conductivité et on en déduira la concentration expérimentale par lecture graphique. Donc à partir des solutions connues, cette fois-ci, on déterminera la conductivité en fonction des concentrations. Voilà, de nouveau, on aura ici une droite qui passe par 0, donc qui exprime cette relation de proportionnalité entre sigma et la concentration. Et pour la solution inconnue, on en déterminera la conductivité pour en rechercher ici la concentration. Donc c'est le même principe que le dosage spectrophotométrique, mais pour une solution qui contient des ions. Alors, l'utilisation d'un conductimètre, quelques petites précisions. Un conductimètre, ça mesure la conductance G d'une solution. Et cette conductance G d'une solution, elle est proportionnelle à sa conductivité sigma. Ces deux grandeurs étant liées par une constante de proportionnalité qu'on appelle la constante de cellule. Cette constante de cellule dépendant de la cellule avec laquelle on fait la mesure. Lorsqu'on étalonne un conductimètre, on indique à cet appareil quelle est la valeur de la constante de la cellule. Un conductimètre non étalonné affichera une valeur de conductivité qui sera toujours proportionnelle à la conductivité réelle de la solution. Donc lorsqu'on réalise une droite d'étalonnage pour un dosage conductimétrique, il n'est donc pas nécessaire en général d'étalonner le conductimètre lui-même. Ça va, tout se passe bien? Bon, ça fait déjà un petit paquet de passé. Là, on va passer maintenant des dosages au titrage direct. Donc généralité sur les titrages directs. Un titrage direct s'appuie sur une réaction de titrage, pour laquelle on peut savoir directement et instantanément quand est-ce que ces réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire quand on va pouvoir repérer l'équivalence. Il existe d'autres titrages, dits indirects, qui sont utilisés lorsqu'un titrage direct n'est pas possible. Mais ils ne sont pas votre programme, vous êtes bien chanceux, on n'en parlera donc pas. Les réactions de titrage. Donc la réaction de titrage est la réaction entre un réactif titré, celui dont on cherche à connaître la concentration, et un réactif titrant, celui dont on connaît la concentration. Cette réaction de titrage, elle doit être rapide. Sinon, on ne sait pas quand arrêter l'ajout d'espèces titrantes. La réaction, elle doit être totale. Sinon, on ne dosera pas toute l'espèce attitrée. Elle doit être spécifique aussi, cette réaction. Spécifique de l'espèce attitrée. Parce que si elle réagit avec l'espèce attitrée et une autre espèce, on ne peut pas déterminer la quantité de matière de l'espèce attitrée. Enfin, l'équivalence doit être repérable. Sinon, on ne sait pas quand on est arrivé aux proportions stoichiométriques. Voilà. Le montage expérimental, vous le connaissez bien, hein. Pour réaliser un titrage direct, on utilise toujours le montage suivant, qui est le montage complet. Voilà, on va utiliser un trépied, ici un agitateur magnétique, sur lequel est déposé un bécher avec réactif titré. Il faut toujours préciser sa nature et préciser son volume. D'accord? Pas sa concentration, bien sûr, puisque c'est ce qu'on cherche. Et on a ici une barrette graduée contenant le réactif titrant.
De nouveau, là, il faut préciser sa nature. Le volume, on le voit au fur et à mesure qu'il s'écoule par la burette graduée. Et il faut évidemment préciser sa concentration. Parce que si on ne connaît pas ça, on ne pourra pas titrer. Ok, ça c'est le montage expérimental complet. Très souvent, dans des exercices ou dans des travaux pratiques, on vous demandera simplement le schéma simplifié, qui est celui-ci. Donc on a la représentation d'un agitateur magnétique, on aura le bécher, où la nature du réactif titré et le volume doivent être donnés, et la burette graduée qu'on symbolise simplement comme ça, mais où on doit néanmoins donner la nature du réactif titrant ainsi que sa concentration. D'accord? Donc les choses à écrire ici à droite sont pareilles, simplement le schéma est un peu simplifié. Alors, on a parlé d'équivalent jusqu'à présent, mais qu'est-ce que c'est? Quelle est sa définition? L'équivalence, elle est atteinte lorsqu'on introduit les réactifs titrants et les réactifs titrés en proportion stoichiométrique. Cela veut dire, en relation à l'équivalence, que connaissant la réaction de titrage et la quantité de réactifs titrants introduite, on en déduit la quantité de réactifs titrés. Donc si par exemple la réaction est A mol de A réagit avec B mol de B pour donner C mol de C, eh bien à l'équivalence, on devra avoir que le nombre de moles de A initial divisé par A, qui est le coefficient stoichiométrique de A, doit être égal au nombre de B, nombre de moles de B à l'équivalence, divisé par B, qui est le coefficient stoichiométrique de B. Remarque, dans le cas d'une réaction entre un acide et une base, la proportion stoichiométrique est atteinte lorsque les deux réactifs ont été introduits en même quantité. Mais ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les titrages. Il faut donc connaître l'équation de la réaction de titrage. Il faut connaître cette équation-ci. Voilà. Alors, choix du volume de réactif titré. Si, lors d'un dosage, le volume de réactif titré n'est pas indiqué, il faut alors le calculer en se basant sur l'estimation de la concentration attendue, de manière à avoir un volume à l'équivalence raisonnable. Un volume à l'équivalence raisonnable, ça veut dire qu'on veut soit entre le tiers et les 2/3 du volume de la burette. Alors, exemple. On veut doser de l'acide chlorhydrique, H3O+, plus Cl-, dont la concentration attendue est d'environ 4,10-2 mol par litre, par de la soude, Na+, plus HO-, de concentration 1,10-2 mol par litre. L'équation de la réaction est H3O+, plus HO- donne 2H2O. Quel volume d'acide dosé? Eh bien, si on regarde ici la concentration attendue, l'acide est environ 4 fois plus concentré que la soude. Donc, en tenant compte de la stoichiométrie de la réaction, qui dit ici qu'une mole dioxonium va réagir avec une mole d'ion hydroxyde, d'accord? Donc une mole dioxonium pour une mole d'hydroxyde, le volume de soude versé à l'équivalence sera 4 fois plus grand que le volume d'acide dosé. Donc, si l'on souhaite que le volume à l'équivalence soit d'environ 20 ml, il faut donc doser un volume d'acide, Va, de 5 ml. Remarque, il est parfois nécessaire de préalablement diluer le réactif titrant ou le réactif titré si les écarts de concentration sont très importants. Ça va toujours? Vous me suivez bien? N'ayez pas peur d'arrêter la vidéo pendant 30 secondes et 1 minute pour vous rafraîchir si vous en avez besoin. Alors, on passe ici maintenant au titrage acido-basique. Donc la réaction de titrage acido-basique, c'est la suivante. Alors, que l'on titre un acide par une base ou l'inverse, la réaction de titrage est toujours une réaction acido-basique. D'où ce nom. Alors, je peux titrer un acide fort par une base forte. Ce sera alors une réaction H3O plus HO- qui donne 2H2O. Je peux titrer un acide faible par une base forte. Donc ce sera l'acide faible AH plus HO- qui donnera A- plus H2O. Ou je peux encore titrer une base faible par un acide fort. Donc la base faible B plus H3O+, donnera du BH+, plus H2O. Voilà les trois types
de titrage acido-basique. Remarque, on ne dosera pas un acide faible par une base faible, ou réciproquement, car la réaction ne serait pas nécessairement totale. D'accord? Ok. Quand est-ce qu'on va repérer l'équivalence? Comment on va la repérer? Alors, dans un titrage acide-base, l'équivalence peut être repérée par soit un changement de couleur d'un indicateur coloré bien choisi, sa zone de virage doit alors inclure le pH à l'équivalence, c'est ce qu'on appelle un titrage colorimétrique, ou elle peut être aussi repérée par un saut de pH, que l'on va voir juste après. Alors ce n'est pas exclusif, ce qui est écrit ici, on verra aussi qu'on peut signaler une équivalence dans un titrage conductimétrique par un changement de pente de l'évolution de la conductimétrie en fonction du volume. On le verra par après. Alors, les courbes de pH. Si je dose un acide par une base forte, donc j'ai quelque chose qui est acide et je le dose par une base forte. Si c'est acide, le pH est très bas. En le dosant par une base forte, je vais avoir le pH qui doit augmenter. Donc l'évolution du pH lors du dosage d'un acide par une base forte est telle qu'à l'équivalence, le pH vaut 7 si l'acide est fort et il est supérieur à 7 si l'acide est faible. Ok? Donc le voilà. Ici, comment on fait pour doser? Alors ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des tangentes. On va tracer une tangente à la courbe en dessous de l'équivalence, une tangente à la courbe au-dessus de l'équivalence. On va prendre une médiatrice à ces tangentes, la prendre en son milieu, et par ce milieu, tracer une droite parallèle aux deux autres, et elle nous indiquera ici le point d'équivalence, donc en particulier le volume de base équivalente. Remarque, si l'acide dosé est faible, le pH en début de dosage augmente plus nettement que dans le cas d'un acide fort. C'est ce qu'on voit ici. Dans le cas d'un acide faible, le pH ici augmente plus nettement que si c'était un acide fort qui est en rouge. La relation à l'équivalence est la suivante. CaVa égale Cb fois Vbe, où Ca c'est la concentration de l'acide, Va le volume d'acide dosé, Cb la concentration de la base, qui est le réactif titrant, et Vbe le volume de base ajouté à l'équivalence. Voilà. Alors, dans le cas inverse où on dose une base par un acide fort, tout se passe dans l'autre sens, d'accord? Si j'ai une base que je dose par un acide fort, si j'ai une base, j'ai un pH élevé au début. Et si je le dose avec un acide fort, ça veut dire que je vais augmenter le volume de l'acide fort, donc le pH va finalement diminuer. Alors, pour le dosage d'une base par un acide, les courbes sont symétriques par rapport à celles qu'on vient de voir. L'évolution du pH lors du dosage d'une base par un acide fort est telle qu'à l'équivalence, le pH vaut 7 si la base est forte, et il est inférieur à 7 si la base est faible. Et ce que fait la courbe de pH, c'est ceci. Donc de nouveau, pour déterminer le volume à l'équivalence, qui sera ici un volume d'acide à l'équivalence, eh bien on trace les tangentes avant le point d'équivalence, après le point d'équivalence. On prend une médiatrice à ces deux tangentes, on regarde son milieu, en ce milieu on trace une parallèle aux deux autres tangentes, elle va couper la courbe au point d'équivalence. Remarque, si la base dosée est faible, ce sera ici, c'est les petits points, c'est les traits pointillés en gris. Si elle est forte, ce sera les traits pointillés en rouge, ce qui veut dire que si la base dosée est faible, le pH en début de dosage diminue plus nettement que dans le cas d'une base forte. Alors, la relation à équivalence, de nouveau, on aura que Ca fois VAE est égal à Cb fois Vb. Ca, c'est la concentration de l'acide, qui est le réactif titrant. VAE, ce sera le volume d'acide à l'équivalence qu'on aura ajouté. Cb, c'est la concentration de la base qui était le réactif titré. Et Vb, c'était le volume de base dosé. Et donc, je le répète, la méthode des tangentes, c'est tracer deux tangentes à la courbe avant et après l'équivalence, tracer une parallèle à ces deux tangentes qui sera équidistante des deux. Elle coupe la courbe au point d'équivalence.
Il existe une autre méthode pour déterminer l'équivalence, et cette autre méthode, elle est basée sur la dérivée, ce qu'on appelle la méthode de la dérivée. Si la dérivée du pH en fonction du volume de la base est donnée, d'accord? Donc on va faire ici le titrage d'un acide par une base, d'accord? Titrage d'un acide par une base, on va commencer par un pH bas et on va augmenter. L'équivalence est alors repérée par le maximum de cette dérivée, ou le minimum s'il s'agit d'un dosage d'une base par un acide. Donc voilà le pH qui augmente. Si je prends la courbe de la dérivée du pH par rapport au volume, eh bien cette dérivée fait ceci, clac, foup, foup, boum, avec ici un maximum très pointu. D'accord? Donc ça, c'est l'évolution du pH et de sa dérivée en fonction du volume de base ajoutée au cours du dosage d'un acide faible par une base forte. Eh bien, dans ce cas-là, ce ne sera pas la méthode des tangentes qu'on va utiliser, mais par exemple la méthode de la dérivée, où le pic ici signale le volume à l'équivalence. Alors pourquoi est-ce que la dérivée est si grande là? Eh bien, vous pouvez regarder, hein, vous avez une fonction qui est de ce type-ci. La dérivée, c'est une tangente. C'est une tangente en un point. Imaginez que je regarde la tangente ici au point d'équivalence. Prenons le point qui est au milieu, je prends la tangente. Et la pente de cette tangente, elle est grosso modo infinie. D'accord? Parce que j'ai une droite qui est quasiment verticale. Et donc j'ai une valeur de la dérivée qui est très grande. Donc partout ailleurs, ici, la dérivée est à peu près nulle, puisque la courbe est à peu près horizontale. Là, j'ai une toute petite dérivée, hein, toute petite dérivée positive, toute petite dérivée positive, voire presque zéro. Et entre les deux, j'ai une augmentation brutale. Donc ici, un pic de la dérivée. Voilà. Et ça me signale l'équivalence. Alors, on arrive enfin, après tout cela, au titrage conductimétrique. La réaction de titrage. Réaction de titrage conductimétrique. La réaction de titrage d'un titrage conductimétrique doit impliquer une réaction faisant apparaître et ou disparaître des ions. Exemple, on va avoir la réaction ici, AH plus H-, donc acide faible plus base forte, qui va donner A- plus de l'eau. Les ions hydroxyde disparaissent et les ions A- apparaissent. Pour repérer l'équivalence, eh bien, si le réactif titrant est beaucoup plus concentré que le réactif titré, on obtiendra le graphique de la conductivité en fonction du volume titrant sous forme de segment de droite. Donc ce qu'on obtiendra, c'est ceci. La conductivité en fonction du volume titrant, un segment de droite, une cassure et un nouveau segment de droite avec une pente plus forte. Et la cassure ici de la pente signale le volume à l'équivalence. Avant l'équivalence, le morceau de droite que l'on a peut être croissante ou décroissante. Cela dépend de la réaction de titrage et de la conductivité des ions présents lors du titrage, y compris les ions spectateurs. Et il faut en tous les cas savoir expliquer le changement de pente à l'équivalence, c'est ça qui est important. Connaissant la conductivité ionique molaire des ions présents, dans le cas où la variation du volume de la solution titrée est négligeable. Autrement dit, la solution titrante doit être beaucoup plus concentrée. Donc ça, c'est une condition pour faire un titrage conductimétrique. Il faut que la solution titrante soit beaucoup plus concentrée que la solution attitrée. Alors, voyons deux exemples. Premièrement, l'exemple du titrage de l'acide chlorhydrique par la soude. Donc ce qui va réagir, c'est des ions oxonium ici avec des ions hydroxyde là. On va donc avoir H3O+, plus H- qui donne 2H2O. Et les ions spectateurs, eh bien ce seront les ions chlore de la soude, pardon, les ions chlore de l'acide chlorhydrique et les ions sodium de la soude. Avant l'équivalence, qu'est-ce qu'on a? Et avant l'équivalence, chaque ion H3O+, qui réagit ici et qui est donc consommé par la réaction de titrage, est remplacé par un ion Na+. Or, la conductivité ionique molaire des H3O+, elle est plus grande que la conductivité ionique molaire des Na+. Donc, puisqu'on remplace ici
des éléments de grande conductivité par des éléments de petite conductivité, eh bien la conductivité diminue. Donc la droite, avant l'équivalence, descendrait. Après l'équivalence, on ne fait qu'ajouter des ions H- et des ions sodium. Donc la conductivité augmente, et elle augmente très vite. Ok, autre exemple. Titrage du chlorure de sodium, NaCl, avec du nitrate d'argent, AgNO3. Eh bien, on va avoir ici réaction entre des ions Ag en phase aqueuse, avec des ions chlorure en phase aqueuse pour donner un précipité de chlorure d'argent. Les ions spectateurs dans l'histoire, c'est les ions nitrate, ici, et les ions sodium. Qu'est-ce qui se passe avant l'équivalence? Eh bien, chaque ion chlorure, ici, est consommé par la réaction de titrage et remplacé par un ion ici, par un ion NO3-, donc un ion nitrate. Or, la conductivité ionique molaire du chlore, elle est à peu près égale à la conductivité ionique molaire du Na3-, donc la conductivité n'évolue presque pas. Ce qui veut dire qu'avant l'équivalence, le segment de droite est à peu près horizontal. Après l'équivalence, par contre, on ne fait qu'ajouter des ions argent et des ions nitrate. Donc la conductivité augmente fortement. Voilà. Dans les deux cas, il y a un changement de pente qui s'explique par une différence des conductivités ioniques molaires des ions qui apparaissent et qui disparaissent. Voilà, voilà. Eh bien, ceci termine toute la partie rappel de ce module. J'espère que c'est clair, hein, même si c'était peut-être un petit peu long pour certains. J'espère que c'était clair, que ça vous a plu. Et on se revoit après dans le quiz alors, pour assesser, pour voir que tout cela effectivement est bien acquis. A tout de suite, portez-vous bien.